peut y avoir plus un problème, il n'y a plus d'épidémie pédiatrique. C'est bien la différence majeure avec ici. Il y a pas de... Alors, dans les pays du Sud, donc, en ce qui nous concerne, on a eu de nombreux essais cliniques de transmission vers l'enfant. On est parti d'un régime court avec de l'AZT, et puis il y a des gens qui ont essayé, qui ont réussi à montrer l'efficacité d'un déthérapie, une seule gélule, ça c'était quand même assez génial, une seule gélule pour la maman, une cuillère de sirop pour l'enfant, et ça a montré une efficacité de 50%, c'était quand même pas mal. Ensuite, il y a eu d'autres régimes, et ici en particulier, il y a eu Ditramplus qui a essayé AZT, 3PC, et qui a essayé d'autres combinaisons. Et on est arrivé, même en Afrique, à des régimes préventifs de la transmission vers l'enfant à moins de 5%. On arrive au milieu des années 2000 à des régimes qui font qu'il y ait moins de 5% d'enfants affectés par la transmission vers l'enfant. Alors ça c'est bien, mais en même temps on s'est rendu compte, et vous le savez tous, que la mise en place des programmes de prévention de transmission vers l'enfant, quand on est sorti des programmes pilotes, on a voulu mettre ça à l'échelle, là, le succès a été beaucoup moins décisif, on va dire gentiment, voire un échec assez majeur, parce que encore aujourd'hui, on rame et on a moins de 50% des femmes enceintes affectées par le VIH en Afrique francophone, enceintes, qui reçoivent une prévention. Alors, c'est pas vrai en Afrique australe, où c'est un peu mieux, ça peut être très différent. Moi, je connais des villes au Cameroun, Yaoundé au Cameroun, où il va y avoir une structure où ils n'ont pas vu une infection par le VIH de l'enfant depuis des années, parce que toutes les femmes ont une super prévention, et puis d'autres endroits dans la même ville où il y a 30% de transmission, parce qu'on ne fait rien, on fait de façon inefficace. Donc c'est très très divers, mais il faut bien dire que la PTME a été un vrai succès. La PTME, pour le veuille ou pas, elle a été un vrai succès. Et ce qui est important, c'est qu'elle a mobilisé dès le début de nombreux acteurs, des bailleurs de fonds, des PDS, des programmes nationaux, des ministères de la Santé, qui ont dit, bah voilà, nous, on va travailler sur la PTME. Et pour diminuer les nouvelles infections pédiatriques, il faut reconnaître que quand on a fait les premiers essais vers enfants, on était aussi dans cette logique-là. Personne ne pourra résister à l'idée d'empêcher les infections avec un traitement court chez une maman ou avec une trithérapie qui soigne la maman et qui empêche l'infection de l'enfant. Donc ça a été un vrai succès. Mais pour les enfants, c'est beaucoup moins vrai. Pour la prise en charge pédiatrique au sens propre, c'est-à-dire, je dirais, moi ce que j'appelle la prise en charge pédiatrique, en fait, c'est les enfants au-delà de 2 ans. Parce que les enfants jusqu'à 18 mois sont en général pris, ou on essaye de les prendre, dans les programmes PTME. Mais les enfants au-delà de 18 mois, quand ils ont un diagnostic définitif d'infection et qu'on dit qu'ils sont affectés par le VIH, là on est beaucoup moins bon, c'est moins qu'on puisse dire, et les programmes n'ont pas toujours été très efficaces. Alors en Côte d'Ivoire, avec l'initiative d'accès au traitement antirétroviraux du sida, la Côte d'Ivoire, à l'exception du Sénégal, a été l'un des tout premiers pays à ouvrir un site à Yopougon, dont au CHU de Yopougon, a ouvert un site pédiatrique avec des ARV dès l'automne 98. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il y a un seul site et c'est sur le pays. Suivante. Alors, il faut bien prendre conscience aussi qu'on est en 98 et que des fois, en particulier pour les plus jeunes, on peut oublier, mais les traitements étaient extrêmement coûteux. Une bithérapie, il n'y a même pas une trithérapie, une bithérapie en 98 pour un enfant, c'était 90 000 francs CFA par mois. D'accord? Donc ce qui est absolument pas possible. Et alors, il y a deux choses, c'est que d'une part, c'était cher. Deuxièmement, on avait identifié des enfants infectés qui étaient très malades. Et donc, même quand on a obtenu un parrainage de Solancy, qui nous permettait de traiter des enfants gratuitement, parce que Solancy donnait l'argent pour 10 traitements, au tout début, il nous a fallu, je sais pas, 6 mois, 1 an, pour arriver à avoir les 10 traitements. C'est-à-dire qu'on avait des enfants qui étaient tellement malades, et puis nous, on n'était pas forcément des rois de la thérapie chez l'enfant, et donc, on perdait les enfants à mesure, et il a fallu attendre presque 1 an pour avoir les 10 parrainages complets, c'est-à-dire 10 enfants enfin sous traitement dans une structure grâce au parrainage et à la prise en charge. Ça a pris du temps. Il a fallu qu'on apprenne à prendre en charge les enfants.
dire aussi que les traitements de l'époque, c'était pas très simple. Hein. Le Medfinavir, qui a été abandonné depuis, ça représentait 9 gélules. Les gamins, ils avaient 3 prises et entre 12 et 15 comprimés par jour. Alors, 12 à 15 comprimés, quand vous savez ce que c'est que de traiter le gamin pour une petite cochonnerie là, avec un antibiotique pendant 4 jours, c'est déjà la croix et la bannière. Mais 12 à 15 comprimés par jour, tous les jours, en plus des comprimés qu'il ne fallait pas trop écraser, qu'on ne savait pas trop comment faire, c'était tout à fait complexe. Et puis, par le plaidoyer, parce qu'on s'est battu ensemble, les pédiatres, les chercheurs et les associations de personnes vivant avec le VIH, et les associations soutenant les enfants infectés, on a réussi à tenir la gratuité en 2000. Et dans ce pays, c'est les premières personnes qui ont eu la gratuité, il me semble, et c'est sans doute les premiers enfants qui ont eu la gratuité pour en Afrique de l'Ouest. Donc là, ça a changé, ça a beaucoup changé. Et ici, en particulier, ça nous a permis, avec le Dr Tassinou, avec d'autres pédiatres, une psychologue et une maman présidente d'une association, de déposer un projet à l'ANRS, qui était un projet de prise en charge par antirétroviraux et qui incluait la création d'un hôpital de jeu. C'est-à-dire que, quel que soit le côté, oui, ça fait pitié l'infection des enfants, il n'empêche que beaucoup de gens ici n'étaient pas très enthousiastes pour traiter les enfants, et en particulier pour les traiter, avec tous les fantasmes de risque de contamination que les infirmiers pouvaient avoir. Et donc même dans les structures spécialisées en prise en charge d'enfants, on avait souvent des infirmiers qui nous expliquaient « Ah, on n'a pas réussi à piquer l'enfant, on n'a pas posé de perfusion, on est désolé. » Et donc le gamin, il n'avait pas de traitement par perfusion quand il en avait besoin. Donc on a ouvert, grâce à la NRS, en 2000, un hôpital de jour, avec des lits d'hospitalisation de jour, et on avait une relation avec donc, le lieu de consultation du CHU de Coupon qui nous donnait les traitements, parce que c'était prescrivait les ARV. Nous, on prenait tout le reste en charge, et on avait un contrat avec une clinique privée qui nous permettait d'hospitaliser ceux qui étaient le plus malades. Mais ça a marché. Donc, et cette expérience pilote qu'on a fait ici, qui est assez intéressante, finalement, si on regarde bien, dans plein de pays, elle s'est faite à peu près en même temps. Hein, il y avait plein de pays, comme ici, on a eu des hôpitaux de jour qui ont été créés, qui ont émergé, on a eu des associations. Là, c'était plus des associations de personnes vivant avec le VIH, c'était des associations de parents d'enfants infectés et infectés, ou de personnes s'occupant d'enfants infectés et infectés, et en particulier les soignants pouvaient adhérer à cette association, quel que soit leur statut vis-à-vis du VIH. Donc ici, on a créé une association à l'époque, en 2001, qui s'appelle Chigata, et qui prenait en charge tout ce que ne prenait pas en charge la recherche. Parce qu'évidemment, c'était difficile d'aller demander à la NRS du soutien scolaire. Pas facile à expliquer ça à une agence de recherche. C'était difficile d'avoir du soutien alimentaire, même s'ils en donnaient un peu, mais il fallait que les enfants soient bien nutris. Alors que c'était pas ça qu'on disait. On a mis en place une série de choses, et c'est une expérience pilote qui s'est faite dans de nombreux pays, et on a rapidement montré, je dirais dès 2002-2003, que quelles que soient les opinions des uns et des autres, les traitements marchaient aussi bien chez les enfants vivant à Cotonou ou à Kinshasa qu'à Paris. Bon, en plus, c'est presque les mêmes, parce que 50% des enfants qui vont à Paris, ils sont d'origine africaine. Et donc, on a montré que les traitements, ça marche, et qu'il n'y a pas de raison de ne pas traiter les enfants infectés ici. Diapo suivante. Pourtant, il a quand même fallu attendre 2006 pour que l'UNICEF veuille bien faire une première, et c'était la première, 2006, c'est 25 ans après le début de l'infection, et c'est 24 ans après l'identification des premiers cas pédiatriques. Et bien, la première conférence sur l'enfant infecté par le VIH, montée par l'UNICEF à Paris, s'est tenue en 2006. Donc les urgences, elles sont toujours un peu volatiles. Et c'est en 2014, là aussi on n'est quand même pas tout à fait dans l'urgence, que le LUCIA a enfin décidé de mettre en place une coalition internationale dans le domaine du diagnostic et du traitement chez l'enfant. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est assez notable. Hein. Les enfants sont bien habitués, mais bon, on n'a pas pu faire autrement. Alors,
D'autre part, il y a, de façon assez intéressante, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que lorsque dans un pays vous avez 40% des adultes traités, qui devraient être traités, vous vous rendez compte que vous dépassez rarement les 20% traités. Parce qu'en fait, il y a des déficits en diagnostic, il y a les soignants qui procrastinent en disant je ne suis pas prêt pour soigner les gamins, je vais l'envoyer à la pédiatrie de la ville, et c'est à eux de pays. Enfin bon, il y a plein d'arguments qui font que le décalage de prise en charge entre enfants et adultes persiste. Alors, ça persiste, mais heureusement, le LUCIDA a des solutions et ils ont changé le mode de calcul. Alors, cette année, j'ai eu la surprise de. C'est pas la première, parce qu'il y a déjà eu ça en 2007 pour les adultes. On avait quand même réussi à avoir 7 millions de personnes infectées en moins, ce qui est quand même pas mal, 7 millions en une année. Et c'est pas un succès d'intervention de je ne sais quoi, et ils sont pas tous morts. C'est simplement un mode de calcul qui a changé. Et bien pour les enfants, c'est pareil. Cette année, moi, j'ai vu avec surprise en lisant l'avantage du SIDA, c'est quand même qu'on a des informations assez fréquentes et on a des chiffres tout le temps, tous les ans, autour du 1er décembre. Donc, la semaine avant, je commence à charger des rapports du SIDA et tout, et je découvre que nous n'avons plus qu'1,8 million, c'est bien ça, d'enfants infectés dans le monde. Ils étaient quand même 2,5 millions au moins l'année dernière. Et il n'y a pas eu de mortalité, puisque le SIDA se vend, parce qu'on a beaucoup moins de monde qu'avant, on n'a plus que 110 000 enfants qui meurent par an, c'est rien, c'est plus grand. Donc en fait, là je vais faire une petite thèse de Annabelle Desgrès hier. Hier, Annabelle a monté la galop quantitatif, et en tant qu'épidémiologue, je ne constate que comme elle. Le quantitatif et les chiffres sont bien écrits. Mais les chiffres, on leur fait dire comme les gens, on leur fait dire ce qu'on veut si on les torture bien. Et là, donc il y a une référence qui explique parfaitement qu'on a changé certains indicateurs du modèle spectrum. Alors le modèle spectrum, je ne peux pas vous fatiguer avec ça, mais le modèle spectrum, c'est ce qui permet de calculer les estimations. Quand on vous dit qu'il y a 37 millions de personnes infectées dans le monde, évidemment, on les a infectées. Quand on vous dit qu'il y a 460 000 personnes en Côte d'Ivoire qui sont infectées, il n'y a personne qui sait s'ils sont 470 000, 440 000, 500 000, voire un peu plus ou un peu moins. C'est des estimations. Et ces estimations, elles sont à partir d'un modèle mathématique tout bête, c'est quand même souvent de l'ordre de la règle de 3, un peu plus compliqué, mais à peine, et ça s'appelle Spectrum. Alors Spectrum, c'est le modèle du SIDA. Et donc il y a des spécialistes qui se voient à intervalles réguliers pour réviser les paramètres du modèle Spectrum. Et là, chez l'enfant, eh ben, c'est gagné. On a réussi à diminuer de façon profonde le nombre d'enfants infectés. Alors c'est bien parce que comme je vais y revenir, le SIDA a décidé qu'il fallait éliminer l'infection pédiatrique pour 2020 et que 90 doivent être aux enfants. Si on diminue le nombre d'enfants, on va y arriver. On va arriver à éliminer effectivement l'infection pédiatrique. Il y a beaucoup de chiffres suivants. C'est beaucoup de chiffres, même les épidémiologues peuvent avoir des réserves. Alors, aujourd'hui, donc la communauté internationale promeut les 90. Donc chez les enfants, ça veut dire 90% d'enfants infectés par le VIH dépistés, 90% d'enfants dépistés et infectés par le VIH mis sous traitement, et 90% d'enfants avec une charge virale indétectable, avec objectif supplémentaire et qui excite beaucoup plus les bailleurs d'ailleurs, ainsi que l'élimination de la transmission d'un enfant pour 2020. Alors, avec quand même une nuance, pour les Occidentaux, on considérait qu'elle serait équilibrée dans ces relations. Alors, dans la réalité, je suis désolé, mais dans tous les indicateurs qu'on a, à part peut-être dans certains pays comme le Rwanda, on n'est pas du tout près de la cible de 90, qui est censée être pour 2020. En général, on estime qu'on est à moins de 25, moins de 30% des enfants infectés qui sont dépistés, parce qu'on ne va pas les chercher au bon endroit, donc c'est normal. Que moins de 50% des enfants dépistés des VIH sont traités par antirétroviraux, parce que la moitié des médecins sont là à dire oh, c'est un enfant, moi je ne sais pas faire, je vais envoyer ça aux spécialistes, qui sont quand même pas si nombreux. Et que la délégation d'État sur la prise en charge des enfants, c'est parfois assez modeste. Et puis alors, le coup de l'échec sérologique, on a fait une étude au Sénégal il y a moins de 6 mois,
en zone rurale. C'est vrai qu'on a choisi des zones rurales où il y a peu d'enfants infectés et qui sont un peu moins nombreux. Mais on est à 50% d'enfants, 50% d'enfants avec une charge virale détectable. Et quand on regarde, 80% de ces gamins avec une charge virale détectable ont des résistances. Alors, le 90-90-90, c'est un objectif de l'EPIDA, c'est bien. Il faut se donner des objectifs dans la vie, mais on n'est pas sûr qu'on va pouvoir les atteindre. Diapo suivante, je crois que c'est là. Non, pas de tête. Alors, les questions non résolues. Parce qu'il y en a quand même encore quelques-unes, hein. C'est pas parce qu'on dit qu'on va éliminer l'infection que les questions sont résolues. Alors, il y a clair qu'on s'occupe des nouvelles infections pédiatriques, c'est-à-dire qu'on s'occupe énormément, et c'est normal, on s'occupe énormément, comme je le disais, des enfants qui naissent de maman infectée par le village, et on fait tout, on essaie, on essaie de multiplier le diagnostic très précoce et la prise en charge très précoce. Alors c'est relatif, parce que quand vous faites une PCR à un enfant, même si vous la faites à 6 semaines, vous avez un moment à respecter tout ce que vous lui avez dit et tout, elle a quand même une forte chance de revenir plusieurs fois, et qu'on lui dise, ah ben le résultat est pas venu, il va falloir revenir, hein. Et donc elle revient, elle a monté dans la main, elle revient. Et donc on a quand même une certaine déperdition, on va dire gentiment, sur le diagnostic fustif précoce. Et fustif soutenu par toute la communauté de scientifiques internationaux. Et puis l'idée, c'est quand même que l'enfant infecté, dès qu'il est identifié comme infecté, on annonce à la maman et on se dépêche de traiter. Alors ça aussi, c'est très théorique, parce que d'abord, il y a plein de gens qui sont pas très courageux pour annoncer à une maman que son enfant est infecté alors qu'elle a suivi le programme normal. Elle a tout fait comme on a dit, mais finalement, l'enfant est infecté, il y en a de moins en moins qui est d'accord. Mais ça prend du temps, on perd du temps, on procrastine, on passe du temps, et le gamin, s'il est malade, donc ça, déjà, c'est pas évident. Et pourtant, c'est eux qui ont quand même toute l'attention de beaucoup de gens. Alors, il est clair qu'il va nous falloir des choses très innovantes pour les sauver. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a ceux qui vont naître, qui sont là, mais il y a toutes les autres qui existent déjà, qui dans ce pays sont peut-être 20, 30, 35, 48, j'en sais rien, je ne fais pas d'estimation, mais qui sont ces genres de grandeur, qui sont déjà infectés, et donc probablement moins de la moitié sont dépistés. Donc on a un certain nombre d'enfants infectés qui sont dans la communauté et qu'on n'arrive pas à identifier. D'abord, on a un vrai problème de dépistage, hein, et puis on a un vrai problème pour les enfants qui sont dépistés de les mettre sous traitement et ensuite de les garder sous traitement parce que pour un gamin c'est pas facile, pour une maman, même si les traitements se sont beaucoup améliorés, c'est pas facile de battre tous les jours, 1 à 2 fois par jour pour que l'enfant fasse des blocs, surtout s'il commence à aller mieux. Et puis alors les adolescents, alors rassurez, les adolescents, tous les pédiatres du monde, tous les programmes du monde, on donne des adolescents infectés par le VIH. Que vous soyez anglais, italien ou ivoirien, un ado infecté par le VIH, ça c'est nouveau. Hein, parce qu'ils sont infectés par le VIH, parce qu'entre eux, ne savent pas qu'ils sont infectés. Pour ça, déjà, si l'annonce n'a pas été faite, tout le reste ne peut pas commencer. Hein. Alors, ici, on est là, ah ouais, mais il n'est pas prêt, ah ouais, mais il va aller quelque part pour qu'il ait infecté. C'est évidemment faux. Il y a qui va dire à ses copains, donc, il va aller dire à tout le monde, ah ben voilà. Il va aller dire à tout le monde qu'il est infecté, il ne va pas respecter le secret, et puis il va poser des questions. Pas forcément leur boulot non plus, hein. C'est de faire l'annonce à leurs enfants, quoi, parce que bon. Et les soignants sont pas toujours enthousiastes non plus pour soutenir les parents pour informer l'enfant. Il y a toujours quelqu'un dans le groupe là qui va dire oh non mais il est pas prêt là, on va attendre un petit peu. Puis il a des examens là, il a l'entrée en 6e, alors on va attendre les vacances. Oh ben non mais les vacances, on va pas lui pourrir les vacances quand même. Donc on va attendre septembre. Et puis il y a des gamins à 15, 16, j'en ai encore rencontré une il y a pas longtemps, il y a des gamins de 15, 16, 17 ans qui savent toujours pas, à qui les adultes n'ont pas annoncé qu'ils étaient infectés.
Maintenant, quand eux discutent entre eux, ou quand ils discutent avec les psychologues, la première réaction des enfants, ou avec le pédiatre, quand on lui pose la question, et tu penses que t'as quoi? Ah, je sais pas, mais ça ressemble aux médicaments que prennent les gens qui ont le sida. Mais on m'a rien dit. Moi, je sais pas. On m'a rien dit. Et ça, c'est un vrai problème. Hein, parce que tant que l'annonce n'est pas faite, la prise en charge de l'adolescent... alors, il y en a qui ont des astuces. Hein. Ouais, t'as des dermatoses chroniques, c'est pour ça qu'on te donne des traitements. Oui, t'as un palu chronique, c'est pour ça qu'on te donne des traitements. Mais les gamins sont pas idiots. Ils posent des questions autour d'eux et puis ils disent, mais attends, je suis le seul à avoir ce traitement-là. C'est quoi cette histoire? Je passe ma vie dans un hôpital où il y a des affiches sur le sida. C'est quoi? Donc l'annonce est réellement un souci. On a fait il n'y a pas longtemps un atelier avec 40 personnes sur l'annonce et de tous les pays francophones de la région. Et il est clair qu'il y a plein de choses à faire et il va falloir avoir des idées là parce qu'on n'est pas au top. Et c'est clairement un processus. C'est pas un coup je t'ai dit que tu as le sida quoi. C'est un processus où de tout petit à 12-13 ans. Pour arriver à dire à l'enfant, à 12 ans, tu es infecté par le VIH. Le VIH, c'est le virus qui donne le sida, mais on a des traitements qui peuvent te sauver, d'accord? Et si tu les prends bien, on sera ensemble et tu rentreras à l'université comme tes copains, d'accord? Donc il y a ça. Alors après, les ados, donc on parle beaucoup des adolescents et de la tranche 15-24 ans qui a beaucoup de décès et qui est la tranche où il y a le plus de mortalité parmi les personnes infectées par le VIH. Alors, j'ai une hypothèse, et je pense qu'elle n'est pas complètement fausse, c'est qu'en fait, les enfants qu'on perdait très tôt, entre 0 et 5 ans, puis entre 5 et 10 ans, aujourd'hui, ils vont jusqu'à 15, 16, 17, 18, et puis une partie d'entre eux meurent là, malheureusement, parce qu'ils arrêtent les traitements, parce qu'ils en ont ras-le-bol, parce qu'on leur a rien dit, parce qu'ils ont des effets secondaires, parce qu'ils sont résistants à tout et que au-delà de la deuxième ligne, on n'a plus rien. Enfin, il y a plein de raisons qui font que une partie de la mortalité des jeunes 15-25 est certainement des enfants infectés. Et ici, on est en train de faire un petit travail sur le recensement de tous les gamins qui étaient dans les files actives avant 2005 pour savoir ce qu'ils sont devenus et pour savoir justement si par hasard il n'y en aurait pas 30% qui seraient décédés. Alors, l'autre difficulté, c'est le passage dans les services de prise en charge adultes. Un adolescent dans un service de pédiatrie, et un adolescent infecté en particulier, c'est quelqu'un qui a une relation avec le pédiatre depuis des années, parfois depuis la naissance. Alors quand il arrive là, il est un peu chouchouté, tout le monde connaît son histoire, donc il n'a pas besoin de la raconter. Il est chez lui, quoi. Et puis, à 15 ans, ici, quand la prise en charge de l'enfant cesse, il est censé passer chez les adultes. Alors il y a des structures ici où tu traverses la cour et les adultes, c'est à côté. Sauf que les adultes, ils sont 300 chaque matin. Ils sont 300, ils ont un numéro d'ordre et tu ne sais pas quel médecin va te voir ce matin. D'accord, c'est le médecin qui est là, c'est pas ton médecin, t'as pas un médecin. Et donc là, en général, nos chers ados, ils paniquent, ils courent revenir en pédiatrie en disant non, c'est fini là, hein. Moi j'y vais plus là. Hein. Là, si vous me reprenez pas, moi j'y vais pas. Et ça, on n'est pas très au top. Alors, il y a des solutions qui sont mises en place dans les services de pédiatrie en Occident, mais c'est toujours pareil, il faut du monde, il faut du personnel, il faut du temps. Hein. Il y a des cliniciens adultes qui suivent les consultes des enfants pendant une période où il y a une consultation mixte adulte-enfant. Tout ça, c'est un travail, là aussi, où il va falloir plein d'innovations pour la transition et le passage à l'âge adulte, parce qu'il n'y a aucune raison que ces enfants ne passent pas à l'âge adulte. Ça, c'est le plan national stratégique, je ne vais pas y revenir, mais je suis très content parce que non, j'exagère, mais dans le plan national stratégique ivoirien, il y a réellement une tentative d'élaboration de qu'est-ce qu'il faut faire, en particulier amélioration de la prise en charge pédiatrique, donc dépistage pédiatrique partout. Hein. C'est pas parce que les enfants sont en bonne santé qu'il faut pas penser au VIH. Moi, personnellement, je suis pour que toutes les associations insistent pour faire que tous les membres des associations dépistent leurs enfants. Malades, pas malades, on s'en fiche. Parce qu'un pas malade, il peut très bien être infecté et se révéler très malade dans 6 mois.
hein, et décompensé. Donc ça, c'est une chose. Délégation de tâches effectives, c'est ce que je disais, hein, c'est dans le plan national. Dans le plan national, diapo suivante. Bon, je suis un peu long, donc je vais arrêter. Non. Oui, c'est ça. Alors, il y a... Non, c'était bien. Il y a aussi des interventions communautaires qu'on devrait soutenir, qui sont dans le plan national stratégique et qui sont valables dans plein de pays. Hein. Il faut rechercher donc une recherche active des cas de VIH, hein, en identifiant les enfants très malades restés à la maison, ceux qui vont plus à l'école, ceux qui sont bien, qui ont une scolarité à peu près normale, et puis bon, ceux qui sont malades tout le temps, c'est facile. Ceux-là, on les identifie à peu près assez vite. Mais par contre, ceux qui sont piégeants, c'est ceux qui vont bien jusqu'à 9, 10, 11 ans, et que la moitié des soignants, ils savent même pas qu'on peut être infecté et malade, et non malade jusqu'à 10 ans, quoi. Donc le gamin, après, il tombe malade, il est alité, il va plus à l'école, et il y a personne. Alors on pense à tout, hein, maraboutage, grand palu, petit palu, enfin tout ce qu'on veut, mais le VIH n'est pas souvent évoqué. Alors que si on formait les communautaires et les centres de structure, comme le centre SARS par exemple à Boaké peut le faire, dans la communauté, on peut identifier ces enfants dans les maisons. Tiens, pourquoi ta grande, elle va plus à l'école ? Est-ce que ce serait pas mal qu'elle n'ait pas une consultation? Donc il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Hein. Donc il faut certainement faire des PCR dans plus d'endroits que ça ne se fait, parce que souvent les labos sont débordés, et c'est pour ça que le résultat vient tard. Je suis pas sûr que ce soit la solution qui va nous permettre de récupérer le plus d'enfants, hein, parce que les tests rapides, ça marche bien aussi. Et puis alors par contre, pour les ados, il y a certainement tout ce qu'on appelle les tics, là. Parce que les ados, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas besoin de nous, hein. Ils ont leur téléphone, ils ont leur réseau et tout. Et j'ai vu une équipe de Kinshasa qui utilise énormément alors il y a des groupes de parole ados. Il y a des pères adolescents qui sont un peu les leaders, qui ont été formés parce que c'est ceux qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de faire des choses, ok. Et ils animent des trucs. Alors c'est même plus Facebook, là, c'est Twitter, WhatsApp, Viber, enfin Instagram, tous les réseaux qui permettent à des ados de garder le contact. Et ça marche pas mal, en tout cas même à Kinshasa, ce qui est quand même pas évident, même à Kinshasa, ça permet de récupérer les gamins, de les suivre, de les inciter à prendre leurs médicaments, etc. Il y a certainement des choses à réfléchir là-dessus. Dia suivante. Ah, j'ai fini, excusez-moi, j'étais un peu long. Alors au total, il y a deux choses. Premièrement, hein, il est clair qu'il faut absolument qu'on ait une prise en charge et qu'on ait des idées nouvelles pour ces enfants et ces adolescents, parce que sinon, bah, comme je dis, quoi, hein, c'est que cette infection, on s'en est pas beaucoup occupé. Comme Alice Desclaux a pu le dire autrefois, c'était une épidémie invisible, mais à force d'être invisible, elle sera totalement invisible parce qu'on les aura tous perdus. Parce qu'on n'aura rien fait pour tous les gamins de plus de 2 ans, 3 ans, et l'épidémie s'éteindra d'elle-même. Et ça, c'est quand même la chose à éviter.